Économie de Max sur i24 News. Merci d'être au rendez-vous. Au programme aujourd'hui, Chine, Taïwan. L'heure de la réconciliation aurait-elle sonné? 66 ans de conflit larvé et depuis 1949, Chine continentale et République insulaire ont développé des modèles économiques diamétralement opposés. À l'heure des comptes, qui a le plus à gagner d'un rapprochement? Gros plan dans un instant sur le sommet historique prévu samedi. Et puis la Birmanie est-elle la future star des économies d'Asie du Sud? Tous les ingrédients sont là, gaz, pétrole, mine ou agriculture. Et pour couronner le tout, dans 3 jours, les premières élections libres en 25 ans. La transition démocratique va-t-elle propulser Myanmar parmi les grandes destinations d'investissement? Élément de réponse tout à l'heure. Voilà pour le sommaire, merci d'être avec nous. Tour du monde pour commencer de l'actu éco de ces dernières heures. Et d'abord, la sanction pour la Deutsche Bank. 258 millions de dollars de pénalité. Voilà ce que devra verser la plus grande banque allemande à la justice américaine pour avoir violé les embargos économiques en vigueur contre des pays comme l'Iran, la Syrie ou la Libye. Plus de 27 000 opérations en dollars pour près de 11 milliards de dollars entre 1999 et 2006. Deutsche Bank est confrontée à quelques 6 000 autres litiges et avait déjà dû s'acquitter d'une amende de 2,5 milliards de dollars en avril dans l'affaire des manipulations de taux interbancaires Libor. Toujours dans le secteur bancaire, notez que le bénéfice net de la Société Générale ressort à 1,1 milliard d'euros pour le 3e trimestre, au-delà du consensus 800 millions. La banque annonce aussi qu'elle fermera 20% de ses agences sur les 5 prochaines années. Au Canada, Justin Trudeau a prêté serment hier. 31 ans après son père, il devient à 43 ans Premier ministre, le 23e de l'histoire de son pays. Il a présenté un gouvernement paritaire, homme-femme, et marqué par la diversité. Il a aussi donné le ton de son action, priorité au social et à la réduction des inégalités. Notre première priorité va être de baisser les impôts pour la classe moyenne en demandant aux mieux nantis, aux 1% des plus riches, d'en faire un petit peu plus. Et c'est ce que nous allons présenter comme premier. La hausse des taux d'intérêt aux États-Unis se profile. Janet Yellen a confirmé hier devant le Congrès à Washington que l'économie américaine était suffisamment solide pour supporter un tour de vis monétaire dès le mois prochain. Cela fait 8 ans que les taux tournent autour de zéro et les performances économiques et notamment la croissance de la consommation des ménages autorisent désormais un tel virage. On l'écoute. At this point, I see the US economy as performing well. À ce stade, je vois l'économie américaine comme étant performante. La consommation intérieure augmente à un rythme solide. Les performances de notre commerce extérieur sont légères, mais le comité a jugé en octobre que certains inconvénients relatifs à l'économie mondiale et au développement financier avaient diminué. Le comité s'attend à ce que l'économie continue sa croissance à un rythme suffisant pour de nouvelles améliorations du marché du travail et pour ramener l'inflation vers notre cible de 2% à moyen terme. Aussi, décembre est une possibilité pour une hausse des taux, mais surtout, nous n'avons pris aucune décision à ce sujet. Voilà, rien n'est encore fait. Prudence toujours côté communication. Autre banque centrale, celle du Liban, qui exhorte le Parlement à Beyrouth à adopter des lois en faveur des prêts et des émissions de dette. L'heure est grave, la croissance s'annonce nulle pour cette année. La dette atteint 140% du PIB et le pays est encore en proie à un blocage institutionnel. Plus de président depuis 18 mois, un parlement paralysé et un gouvernement inactif. Le gouverneur de la Banque centrale exclut dans ces conditions un changement de sa politique monétaire. Nous n'avons pas l'intention d'augmenter les taux. Au contraire, nous allons intervenir pour maintenir les taux autour de leur point d'équilibre que nous constatons aujourd'hui sur le marché. Une baisse des taux d'intérêt ne sera pas possible à moins d'un changement complet du climat politique dans le pays. Et puis tout va bien pour Facebook. Le numéro 1 mondial des réseaux sociaux affiche au 3e trimestre un bénéfice net en hausse de 11% à 891 millions de dollars, plus 40% pour le chiffre d'affaires, 4,5 milliards de dollars. Le tout grâce à des revenus publicitaires toujours en progression. Le groupe pèse maintenant près de 300 milliards de dollars en bourse et totalise 1,5 milliard d'utilisateurs sur une base mensuelle, 1 milliard au quotidien, de quoi faire oublier les déboires des débuts en bourse il y a 3 ans. Quand ils ont annoncé combien d'argent ils allaient faire passer sur des projets à long terme et des dépenses en immobilisation, ils choquaient Wall Street. Les gens étaient très mécontents, les investisseurs ont vendu leurs actions massivement. Cela a changé car les dirigeants sont convaincus sur le bien fondé de ces investissements sur le long terme.
Le bilan de la semaine des marchés financiers sur le front des valeurs. La saison des résultats s'est poursuivie aux États-Unis. On a parlé de Facebook il y a un instant. En Europe, tendance plutôt haussière à Paris. Mais les bourses restent très attentives au discours des grands argentiers de la planète. Mario Draghi à la BCE, Janet Yellen surtout pour la Fed. Bonjour Eric Lewin. On note évidemment les politiques monétaires opposées désormais des principales banques centrales. Oui, on peut dire, David, que cette semaine a été placée sous le signe des politiques monétaires. Janet Yellen n'a pas exclu une hausse des taux d'intérêt aux États-Unis, et ce, dès le mois de décembre. Et puis, Mario Draghi n'exclut pas de son côté une accentuation du quantitative easing. Vous voyez que les politiques monétaires sont extrêmement divergentes actuellement. Tout cela profite au dollar, c'est-à-dire que l'euro recule nettement. On est sur des niveaux d'1,0850. Alors, sur les valeurs, il y a un biais haussier, c'est-à-dire qu'on a préféré voir le verre à moitié plein que le verre à moitié vide. Pourtant, il y a pas mal d'angoisse sur les marchés, notamment des profit warnings en cascade. Citons notamment Saint-Gobain, Mersenne ou encore Schneider, et puis des reports d'introduction. On en parlait hier, Deezer a reporté son introduction en bourse. De même qu'Ouverture et d'autres sociétés en Allemagne. Bref, on est encore dans l'optimisme, mais attention tout de même. Ouais, on le disait hier, des conditions pas forcément idéales pour certaines introductions. Merci Eric Lewin. La nouvelle a été annoncée mardi soir. Les présidents chinois et taïwanais vont se rencontrer ce samedi à Singapour. Sommet historique et première depuis 1949 et la fin de la guerre civile. Pékin communiste et Taipei, la libérale, sont toujours en conflit larvé. Mais au-delà du symbole politique, on s'interroge aujourd'hui sur le potentiel économique d'un éventuel rapprochement qu'on peut imaginer fructueux entre l'un des dragons asiatiques et la deuxième puissance mondiale. Johanna Citruc. Le sommet historique aura lieu en terrain neutre, à Singapour. Samedi 7 novembre, le président chinois rencontrera son homologue taïwanais. Une première depuis la fin de la guerre civile, il y a 66 ans. Cette réunion va être la première entre les dirigeants des deux pays depuis 1949. Cela indique que la rencontre va permettre d'augmenter les échanges entre les parties et permettre de nouvelles perspectives pour le développement des relations de part et d'autre du détroit. Car après la victoire des communistes en Chine occidentale, les deux pays ont opté pour des régimes politiques antagonistes. Depuis, Pékin refuse de reconnaître l'indépendance de Taïwan. Dernier exemple en date, la Chine a rejeté la candidature de son voisin pour la nouvelle banque asiatique d'investissement. Pourtant, l'élection du président taïwanais Ma Ying-jeou en 2008 a permis d'apaiser les relations. En 2010, un accord de coopération économique a même été conclu entre les deux entités. Et l'an dernier, Pékin et Taipei ont échangé pour près de 200 milliards de dollars. Cette rencontre arrive un peu tard car les réformes et la politique d'ouverture de la Chine a commencé il y a 20 ou 40 ans. Les relations économiques et commerciales avec Taïwan sont très bonnes et la Chine continentale est le plus important partenaire commercial de Taïwan. Si l'annonce de cette rencontre a été largement saluée, certains sont inquiets. C'est le cas du principal parti de l'opposition taïwanaise qui a d'ores et déjà appelé ses partisans à manifester. Ils dénoncent un manque de transparence de ces discussions bilatérales et craignent, si un accord est conclu, d'être concurrencés et dévorés par la deuxième économie mondiale. En tout cas, c'est peut-être un grand pas vers au moins une normalisation des relations. On retrouve notre analyse financière. Bonjour Lionel Siltrel. Bonjour David. Et bienvenue à vous. Alors on se demande d'abord pourquoi ce sommet maintenant. Qu'est-ce qui pousse les deux frères ennemis à vouloir se rapprocher? Serait-ce pour des motifs économiques? Alors, tout d'abord, Pékin aujourd'hui essaie de s'asseoir notamment en termes de stratégie internationale, diplomatique, et il y a une certaine logique alors que les échanges économiques entre Taïwan et la Chine se développent, à justement essayer de rentrer dans un processus politique. C'est pour ça qu'il y a cette première réunion à Singapour. D'ailleurs, pour la petite histoire, les présidents ne vont pas s'appeler présidents car la Chine ne reconnaît pas Taïwan. Et donc, ils vont essayer là-bas, en tout cas, de faire un premier pas. Ouais, 200 milliards de dollars déjà d'échanges, malgré les tensions. Jusqu'où ça peut aller ce business florissant en parallèle d'une diplomatie qui reste toujours très froide? Effectivement, en tout cas, la Chine, c'est quasiment la deuxième économie mondiale, près de 10 trilliards en termes de PIB. Taïwan, c'est la 26e économie mondiale selon le FMI, avec à peu près 500 milliards de PIB. Donc ce sont des économies des pays qui ne sont pas en concurrence, ce sont des économies qui sont complémentaires, car la Chine a une véritable force d'exécution de production et Taïwan d'intelligence. Ouais, alors justement, quand on compare forcément ces deux modèles qui sont absolument opposés, la Chine communiste et Taïwan libéral, l'évolution sur 60 ans de ces économies, est-ce qu'il y a un vainqueur entre guillemets? Alors, je ne pense pas qu'il y ait véritablement de vainqueur. Pourquoi? Parce qu'en fait, la République
de Chine, Republic of China, avait été créée en Chine, on s'en souvient, notamment avec Chiang Kai-shek, qui avait dû partir à l'île de Formose, à Taïwan, justement, après la révolution culturelle, et après notamment le fait que les communistes aient pris, notamment par Mao Tse-tung, aient pris le pouvoir, et après avaient créé la République populaire de Chine. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de bras de fer, parce que ce ne sont pas deux économies qu'on puisse comparer. L'économie chinoise s'est développée notamment au sud, notamment à Hong Kong, notamment dans toute la région de Shenzhen, mais aussi sur les côtes, à Shanghai, et Taïwan est simplement une petite île. Et au niveau des secteurs, au niveau de la coopération, si elle existe dans le futur, est-ce qu'il y aura peut-être une spécialisation de la Chine de la production? Comment ça va se passer en fait? Est-ce qu'il y aura une complémentarité, comme vous le disiez d'ailleurs? Alors aujourd'hui, il y a déjà une complémentarité, parce qu'effectivement, Taïwan est connu notamment pour son electronics. Prenez par exemple Honhai, en fait, qui s'appelle Foxconn, c'est le nom taïwanais. Sous-traitant d'Apple. Ouais. Exactement, sous-traitant d'Apple, mais qui a justement déjà fait des investissements pour faire des usines de production, d'outsourcing en Chine, pour profiter justement du coût de la main-d'œuvre, qui est vraiment pas cher du tout. Donc il y a déjà une certaine coopération, mais c'est vrai que Taïwan est connu notamment pour Acer, BenQ, notamment pour l'électronique, mais également pour toutes les parties médicales. Ouais, en quelques mots, on peut imaginer Taïwan devenir un territoire rattaché à la Chine, comme Hong Kong et Macao dans le passé? Alors, c'est une épineuse question, peut-être à très très long terme. Il faut savoir qu'en tout cas, la population taïwanaise est opposée à cela, et c'est quand même des histoires un petit peu différentes qu'avec Hong Kong ou bien avec l'ex-colonie portugaise de Macao. Ouais, ça dépendra aussi de la volonté populaire. On a vu les manifestations à Taïwan. Merci beaucoup Lionel Friedfeld pour ces éclaircissements. On reste en Asie avec là aussi un événement historique, 25 ans que la Birmanie attendait des élections libres. Ce sera dimanche, un scrutin législatif censé parachever la transition démocratique lancée voici 4 ans maintenant par la junte militaire. Grande favorite, l'ancienne opposante Aung San Suu Kyi et son parti, la LND. Elle entend faire le ménage dans un État classé parmi les 3 les plus corrompus de la planète et révéler enfin le potentiel économique considérable d'un pays riche en opportunités pour les investisseurs. Laura Duhamel. Des rues bondées de monde et bordées de magasins. Bienvenue en Birmanie. Après plus de 25 ans de dictature, le pays se prépare à vivre ses premières élections libres. Et au cœur du scrutin, l'ouverture économique. Car la Birmanie est en pleine mue et souhaite donner l'image d'un pays stable où il fait bon investir. Nous espérons que grâce aux résultats des élections, la Birmanie pourra envoyer un message aux investisseurs japonais, montrer que le pays est stable et qu'il n'y aura pas de problème. Parmi les 93 partis en lice, celui de l'ancienne opposante et prix Nobel de la paix, Aung San Suu Kyi, est donné favori. Pour elle, la lutte contre la corruption est une priorité. Selon Kyo Kyo-lang, le président d'une société spécialisée dans le pétrole et le gaz, 60% des contrats seraient conclus à l'avance dans les ministères. Car au Myanmar, les anciens membres de la junte continuent de tirer les fils de l'économie. Eux espèrent que l'USDP, le parti actuellement au pouvoir, sortira vainqueur. Si le parti actuel remporte les élections, l'économie sera pire que maintenant parce que le gouvernement contrôle tout, l'économie, tous les secteurs. La Banque mondiale vient de revoir à la baisse les perspectives de croissance de la Birmanie. De 8%, le taux est passé à 6,5%. En cause, les inondations dévastatrices de cet été et le ralentissement des investissements. Les sociétés qui veulent s'implanter au Myanmar doivent affronter une législation floue, des réglementations bancaires rigides et un manque d'infrastructures. À cela, il faut ajouter la violence et les discriminations des différents groupes ethniques. Notre plus grand espoir est celui d'un meilleur business. Nous avons des ressources naturelles, mais nous sommes un pays pauvre. Nous avons besoin d'un meilleur système économique qui rendra notre vie plus facile. Car les richesses naturelles abondent en Birmanie. Pierres précieuses, pétrole, gaz, de quoi faire le bonheur de ceux qui prendront le risque d'investir dans le pays. Et on pense aux pierres de jade qui ont longtemps servi à financer la junte militaire. Le Media Watch tout de suite. Et on parle aujourd'hui dans la revue de presse des incivilités au travail. Manque de respect, de courtoisie, violence même dans certains cas. Bonjour Joanna Citruc. Bonjour David. Alors près d'un salarié sur 2 se dit fortement exposé. Oui, 42% précisément, c'est la conclusion d'un sondage mené sur Internet en septembre dernier. Et pour plus de la moitié des travailleurs, eh bien, les incivilités seraient favorisées par 2 choses. Premièrement, les open space. Forcément, quand on est 50 à passer des coups de téléphone dans le même bureau, on a plus de chances de gêner ses voisins. Et deuxièmement, les smartphones et notamment les SMS.
SMS et les emails qui sont envoyés pendant les réunions. Selon cette même étude, 55% des salariés considèrent que les plus incivils, ce sont les jeunes, la tranche 16-34 ans. On veut bien le croire. Et puis il y avait, Johanna, du football hier soir. Cette année, 32 clubs participent à la Ligue des Champions. 7 d'entre eux n'ont aucun sponsor. Oui, pour cette saison 2015-2016, l'AS Roma, Séville, Valence, Porto, le Dynamo Kiev, l'Olympiakos et le Maccabi Tel Aviv sont dépourvus de sponsors sur leur maillot. Pourtant, selon une étude qui a été menée, le marché se porte bien, en tout cas pour les principaux championnats européens. Lors de la saison précédente, il affichait même sa meilleure progression sur les 15 dernières années. Il s'élevait à près de 690 millions d'euros. En fait, comme l'explique le site internet Sport Buzz Business, ce chiffre cache d'importantes disparités. D'un côté, il y a les gros clubs de foot qui ont tous au moins un sponsor. C'est le cas notamment du PSG avec Emirates ou du FC Barcelone avec Qatar Airways. Et de l'autre côté, eh bien, il y a les clubs plus petits et surtout les clubs moins forts qui ont du mal à trouver des partenaires et sont souvent obligés d'avoir d'autres sources de financement. C'est déséquilibré à deux vitesses en tout cas. Merci Johanna et à très bientôt. À bientôt. Voilà, fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. Économie Le Mag revient très vite sur i24 News. La suite de vos programmes et de l'info, c'est dans un instant. Restez avec nous.